Alors aujourd'hui, je vais vous parler des risques démocratiques qu'on associe à l'utilisation des données, notamment en campagne électorale. Quand on regarde le traitement médiatique des actions des partis politiques, notamment en ce qui concerne les bases de données, les électeurs, leurs données, bien, on voit rapidement que la couverture médiatique tend à nous projeter une image un peu apocalyptique, un peu orwellienne des pratiques. On dit que les partis politiques nous espionnent, on dit qu'ils nous ont tous fichés, qu'ils connaissent des secrets sur nous sans nous le dire. Bref, c'est un peu comme si les partis s'étaient dotés, à notre insu, d'une machine électorale qui leur permettait de gagner des élections. Et cette vision-là, on peut dire qu'elle est un peu orwellienne. On tend peut-être à sous-estimer notamment l'impact de ces méthodes-là sur les élections, mais également aussi ce que font réellement les partis versus ce qu'on observe en pratique. Alors, ce que j'aimerais faire aujourd'hui avec vous, c'est de démêler un peu le vrai du faux et de jeter les bases des pratiques réelles, actuelles, qu'on observe, que ce soit au palier fédéral, au palier québécois ou encore aux élections municipales qui approchent. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas, évidemment, inventé de mon cru. Ça provient d'études auxquelles j'ai participé, où notamment on a mobilisé des entrevues avec des stratèges de partis. C'est également aussi une version écourtée d'un témoignage qu'on a été appelé à rendre au comité parlementaire du Parlement de Victoria, en Australie, qui mène actuellement une enquête publique sur l'impact des médias sociaux sur les élections, mais aussi sur l'administration électorale. Donc, avec mes collègues Thierry Giasson et Éric Montigny de l'Université Laval, nous avons été appelés à leur donner un témoignage d'experts. Donc, je vous présente ici les grandes lignes. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que les partis politiques doivent s'adapter. Ils doivent s'adapter à plusieurs changements, que ce soit individuels des électeurs, donc ils sont moins loyaux. Les gens ne votent plus nécessairement pour le même parti d'élection en élection. Il y a aussi des changements systémiques. On a moins confiance en les institutions, on a moins confiance envers les politiciens. Souvent, les politiciens sont, dans les sondages, autant considérés que les vendeurs de voitures usagées, par exemple. Donc, il y a un défi de légitimité, de légitimation à leur rôle. Et c'est également des changements dans la réglementation. On le sait, ils ont moins en moins de ressources, notamment parce que le financement électoral, le financement populaire, est de plus en plus difficile. Et donc, on observe depuis quelques années l'avènement de ce qu'on appelle le marketing politique. Le marketing politique, c'est simplement l'importation et l'adaptation de pratiques qu'on observe dans la sphère commerciale à la sphère politique. Je vais vous le montrer plus en détail tout à l'heure, mais gardons en tête qu'aujourd'hui, on développe des produits politiques et on n'est plus dans une logique où les partis vont éduquer le bon peuple pour tenter de le convaincre et d'en faire des militants. Et donc, si le marketing politique utilise l'intelligence de marché et le paradigme dominant, les partis politiques s'adonnent à de la collecte de données. Et ça devient une activité de plus en plus importante dans leur action. La collecte de données, c'est une activité répandue. Le problème, ou du moins le décalage entre les discours médiatiques qu'on a vus tout à l'heure et la réalité, c'est du point de vue de l'analyse et de l'utilisation de ces données-là. Il y a des possibilités qui sont importantes, mais il y a aussi une capacité d'action, une expertise au sein des partis qui n'est pas toujours là et donc qui freine l'application efficiente ou maximale de cette analyse de données-là. Évidemment, toutes ces pratiques-là, que ce soit théoriques ou réelles, soulèvent des questionnements importants, notamment pour la démocratie. Et on doit se poser la question en contexte pandémique où la distanciation sociale est devenue la règle et à l'aube des prochaines élections municipales, mais aussi fédérales probablement anticipées, bien, les prochaines campagnes électorales vont se dérouler dans un contexte qui risque d'être davantage numérique et davantage numérisé. Et donc, la collecte de données et la diffusion de messages politiques en ligne risque de prendre de plus en plus d'importance. Et à la fin, j'espère vous avoir montré comment les sciences sociales peuvent apporter des réponses ou des éclairages nouveaux sur des enjeux qu'on connaît très bien et qui vont peut-être au-delà que de la simple, ou pas la simple, mais disons la question circonscrite de la protection de la vie privée. Je vous parlais du marketing politique tout à l'heure. Voici les deux grandes approches que l'on identifie lorsqu'on parle de marketing politique électoral. Il y a des partis qu'on dit orientés vente, il y a des partis qu'on dit orientés marché. Les partis vente sont ce qu'on retrouve généralement dans les démocraties comme au Québec et au Canada, c'est-à-dire où on a des partis qui existent depuis longtemps, qui traînent un bagage historique et idéologique et donc qui ne peuvent pas changer d'opinion au gré du vent. Alors, ils ont un produit politique. Parfois, c'est les membres qui votent des programmes. Parfois, c'est un chef qui décide d'imposer sa vision. Mais il y a un produit
qu'il faut communiquer aux électeurs. Alors, ils utilisent les données. Ils utilisent que ce soit des données de sondage, mais également des données numériques, que ce soit des données qui sont fournies par les électeurs, les électrices eux-mêmes, elles-mêmes, ou encore des données qu'on achète. Et ces données-là servent à développer le bon message aux bons électeurs. Et donc, les données ici servent à identifier dans l'offre politique existante qu'est-ce qui peut être communiqué, de quelle façon, à quels électeurs pour pouvoir maximiser le rendement électoral. On ne parle plus à tout le monde, on cherche qui sont les électeurs, les électrices les plus utiles pour faire des gains. Le parti marché, lui, est un parti qui est jugé plus efficace, mais qui est aussi plus rare, parce que c'est un parti qui désigne entièrement son produit politique sur la base de l'intelligence de marché. Et donc, on cherche d'abord à qui parler, ensuite, on développe un message qui va leur convenir essentiellement, qui vont répondre à leurs besoins. C'est un peu dans l'air du temps et on peut dire que c'est logique parce qu'au final, comme citoyen électeur, on est habitué à tous les jours d'être rejoint de diverses façons selon nos intérêts. On écoute la radio pour nous, on achète tel produit qui nous convient le plus à notre style de vie. On est sans cesse bombardé de messages qui viennent nous conforter dans ce que nous sommes, dans ce que nous voulons être, dans ce que nous pensons. Et les partis politiques, comme d'autres acteurs de la société, veulent faire des gains, veulent qu'on s'intéresse à eux et donc vont chercher des moyens de nous conforter et non pas de nous convaincre ou de nous confronter. Alors, les données, comme je l'ai dit, ont un rôle important dans la conception, dans la sélection du message, mais également dans la sphère de communication où, grâce aux médias sociaux notamment, c'est beaucoup plus facile de nous rejoindre via divers canaux et directement. Et donc, ça permet aux partis de contourner les médias traditionnels, par exemple, ou contourner les intermédiaires pour nous contacter. Et l'avantage des données, c'est le micro-ciblage. Le micro-ciblage permet aux partis de créer des profils d'électeurs et donc de personnaliser davantage la communication. Au Québec, voici la recette de base du micro-ciblage, c'est-à-dire que tous les partis bénéficient de la liste électorale fournie par le directeur général des élections du Québec. Cette liste électorale, elle est généreuse parce que sur tous les électeurs et les électrices au Québec, les partis possèdent leur nom, leur adresse, leur date de naissance et leur sexe. Ça constitue la base des profils qu'ils vont chercher à développer. S'ajoute à cela, historiquement, les numéros de téléphone. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins intéressant parce que de toute façon, les gens ont de moins en moins de lignes téléphoniques. On cherche plutôt à avoir les adresses courriels, voir les profils de médias sociaux pour pouvoir à la fois contacter les citoyens, mais également mieux les comprendre. S'ajoute à cela des données du recensement, qui sont des données publiques, mais également des données plus privées. Il y a des informations sur les enjeux que les citoyens s'intéressent, des opinions, leur style de vie. Cela peut provenir de firmes qui vendent des profils de consommateurs, mais cela est aussi capté par des militants qui font du porte-à-porte et qui notent, qui prennent des notes. Par exemple, ils vont vous rencontrer, observent que des jouets d'enfants sur le terrain, le notent, et dans la base de données du parti, on vous identifie comme une jeune famille. Mais c'est aussi fait de manière un peu plus détournée. Quand les partis vous invitent à signer une pétition ou à adhérer à une grande campagne, c'est souvent et surtout pour collecter des données et pour leur permettre de vous identifier comme étant plus ou moins intéressés envers tel ou tel enjeu. Et tout ça leur permet de décider qui sont les bons électeurs, qui sont les électeurs qui sont les plus payants électoralement, ceux qu'on va rejoindre, et qui sont celles et ceux sur lesquels il ne faut pas investir les ressources qui sont limitées. Alors, tout ça permet aux partis, comme je l'ai dit, de développer des messages qui sont non seulement plus personnalisés, mais le numérique nous permet aussi d'avoir une approche plus individualisée. Autrement dit, on rejoint l'électeur via des canaux de communication qui sont de moins en moins publics. Les médias, c'est compliqué, c'est un intermédiaire, la publicité coûte cher, alors que les médias sociaux permettent de rejoindre les électeurs presque sur la base individuelle, avec un message qui est développé en fonction de ses intérêts propres. Et ça pose des défis importants pour la démocratie, et en voici quelques-uns. Je vous présente ceux-là, gardons en tête que, comme toujours, l'enjeu de la protection de la vie privée demeure et c'est un risque, je dirais, transversal. Mais ces nouvelles pratiques électorales-là portent des risques aussi au niveau des opportunités de délibération. Parce qu'en choisissant qui sont les électeurs et les électrices qui sont les plus utiles, on choisit donc sciemment d'en ignorer certains. Et il y a une notion qui est un peu
disons, de principe, qui est le droit à l'information, où on s'attend, en démocratie, à ce que tout le monde possède les mêmes informations pour faire un choix éclairé. Mais ce qui nous permet de faire le micro-ciblage, c'est non seulement de choisir à qui on va parler et à qui on ne parlera pas, mais également de choisir quel message on va dire à quelle personne. Et donc, on a de moins en moins de moyens de savoir ce que tel parti nous dit à nous, mais ce que tel parti nous dit à un collègue, un vis-à-vis, une amie, quoi que ce soit. Et donc, on a de moins en moins d'informations fiables et systématiques sur ce que veulent faire les partis réellement. Il y a aussi l'égalité de participation. Je vous l'ai dit, l'enjeu de l'expertise est un enjeu réel. Et ce n'est pas tous les partis qui ont les mêmes moyens pour mettre en pratique une approche orientée par les données. Il y a un enjeu financier, il y a un enjeu de compétences, de personnel, donc. Et donc, les plus grands joueurs ont tendance à être avantagés parce qu'ils possèdent plus de ressources que les plus petits joueurs. Et ce qu'on observe dans la littérature, c'est la théorie de la normalisation, où les inégalités entre les acteurs politiques hors ligne ont tendance à se répéter en ligne. Alors qu'au début de l'avènement du numérique, des médias sociaux, on croyait à une égalisation de la joute politique. Bien, c'est plutôt une transposition des inégalités qu'on tend à voir au fil du temps. Il y a également la dernière famille d'enjeux que je soulèverais, c'est bien sûr les questions considérant l'administration des élections et le monitoring pour assurer un exercice démocratique qui est juste. Si les autorités publiques ont de moins en moins accès à ce qu'il se fait, notamment au niveau de la publicité, notamment au niveau de la communication interpersonnelle au sein de canaux numériques à accès restreint, eh bien, c'est plus difficile de s'assurer du respect, notamment des règles électorales. Au Canada, on le sait, c'est interdit, par exemple, de faire de la fausse publicité, mais on a de moins en moins d'outils pour monitorer ce qui se dit. Alors qu'avant, dans les médias, par exemple, si un parti payait une publicité, bien, tout le monde qui achetait le journal voyait cette publicité-là. Maintenant, c'est possible d'envoyer une multitude de messages dans une multitude de variétés à une multitude de personnes sans que l'on puisse voir publiquement la teneur de ce message-là. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Les prochaines élections risquent d'être de plus en plus numériques, la COVID nous obligeant à revoir nos pratiques. Ces questions-là risquent d'être exacerbées, ou du moins de prendre une importance nouvelle. Et évidemment, les sciences sociales peuvent apporter des réponses. Parce que ces trois piliers-là, la délibération, la participation, l'administration, c'est des questions politiques. Il y a des choix politiques qui peuvent ou qui ne peuvent pas être faits pour aborder ces problématiques-là. Et les sciences sociales, notamment la science politique, notamment la communication, peuvent aider à fournir des conseils ou des données empiriques sur l'impact réel de ces pratiques. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cette très belle présentation qui nous montre comment l'ampleur des différents enjeux liés à l'utilisation des données, en fait. Alors, il y a un point sur lequel j'aimerais vous entendre, oui. En fait. C'est surtout au niveau de la collecte des données, oui. En fait. En particulier, les données qui concernent celles qu'on va collecter, en fait, sur les médias sociaux, en fait. Donc, j'aimerais savoir comment se passe ce processus-là, en fait, au niveau de cette catégorie de données, en fait, et puis la stratégie qui est mise en place, en fait, particulièrement pour faire des croisements, éventuellement, afin de faire du micro-ciblage spécifiquement. Sur la question des médias sociaux, c'est intéressant parce que le scandale Cambridge Analytica a marqué vraiment un point tournant partout au monde, mais également au Québec aussi. Dans un article que j'ai co-signé avec Éric Montigny et Thierry Giasson, notamment, on a montré, à l'aide d'une analyse médiatique, puis à l'aide des propos des stratèges, qu'à partir de ce moment-là, à partir du scandale Cambridge Analytica, les partis politiques se sont retrouvés non seulement sur la défensive, mais les politiciens aussi se sont retrouvés sur la défensive sans notamment savoir tous les tenants et aboutissants de ce qui se passait dans leur propre machine électorale. Et alors là, tout le monde marche un peu sur des œufs. Mais ce qu'on peut dire, c'est que s'il n'y a pas de
de grandes collectes à notre insu de nos profils en ligne. Les partis utilisent des stratégies qui sont un peu plus ouvertes, mais un peu plus sournoises aussi. Et je reviens à la question des campagnes, tout à l'heure, des campagnes, des pétitions en ligne, des campagnes d'adhésion. Quand un parti, généralement, nous sonde sur les médias sociaux, nous invite à remplir un formulaire pour signifier notre appui à, ou pour déclarer notre opposition à tel projet, ou pour nous donner des idées en prévision de tel budget, bien, il faut regarder sur quel site Web on tombe. Parce que l'Assemblée nationale a une infrastructure de pétition qui fonctionne très bien, qui assure le respect de la vie privée des internautes, mais les partis n'utilisent que très rarement cette infrastructure-là. Ils préfèrent monter des sites thématiques à eux, donc québecsédar.com/tramway ou cac.com/budget, où on nous invite à signer la pétition, mais cette pétition-là n'existe pas. Ce n'est pas une pétition qui est déposée, c'est une pétition qui sert à dire, bien, Philippe Dubois, telle journée, nous a dit qu'il était pour le tramway. Et dans la base de données du parti, bien, il y a une étiquette qui apparaît de Philippe Dubois Tramway ou Philippe Dubois Transport. Et ça permet après au parti de collecter ces données-là et de faire des croisements, bien, de dire, bon, qui sont les électeurs à Québec entre 25 et 35 ans qui sont intéressés par les enjeux de transport. Et là, ils arrivent avec un bassin. Et là, ils peuvent rejoindre ces électeurs-là sur des thématiques qui les touchent. Je vous dirais que c'est la stratégie la plus utilisée présentement parce qu'elle est facile, elle est peu coûteuse et elle a aussi l'avantage de mobiliser les gens. On interpelle les gens. Souvent, c'est des militants, mais des militants, c'est rare et il faut les garder dans le coup. Il faut toujours les solliciter pour qu'ils aient l'impression de faire la différence. Alors, on joint l'utile à l'agréable. Tout à fait. Excellente présentation, sincèrement. J'aimerais amener peut-être la discussion sur un point un peu différent, qui est justement l'angle de la publicité négative. Oui. Parce qu'auparavant, la publicité négative allait se faire via souvent des médias traditionnels, ce qui permettait aux partis visés par la publicité négative d'un peu juger est-ce qu'on est dans la légalité ou non dans ce qu'on allègue qu'on est en train de faire ou ce qu'on propose. Lorsque ça se fait via les médias sociaux, puis du ciblage un peu comme ça, mais évidemment, c'est plus insidieux. On ne sait pas exactement quel type de message négatif va être circulé et ce qu'il contient. Donc, voyez-vous des enjeux particuliers de ce côté-là, ou peut-être même, non seulement les partis qui essaient de dire quelque chose de négatif sur l'autre, mais même de l'interférence étrangère, où est-ce qu'on va cibler le comportement d'utilisateurs qui sont plus sujets à être influencés? Effectivement. La question de l'ingérence est une question qui a pris beaucoup d'importance, notamment à la suite de la victoire de Donald Trump, où il y a des preuves d'ingérence étrangère. Deux volets. Premièrement, la publicité négative, c'est vrai qu'empiriquement, c'est prouvé qu'elle est plus efficace que la publicité positive. Tous les partis se défendent d'en faire. Tout le monde dit qu'il n'aime pas la publicité négative, mais tout le monde en fait parce que c'est efficace. Peu importe le sourire ou la coupe de cheveux que le politicien a, si on fouille un peu, il y a du pas beau qui sort. Ceci dit, les médias sociaux nous permettent de la diffuser, comme vous dites avec raison, de façon plus diversifiée, plus insidieuse, moins publique. Et on se rend compte aussi que c'est probablement plus efficace et moins coûteux d'installer le doute dans les appuis de nos adversaires que de gagner de nouveaux supporters. Et ce qu'on appelle la suppression du vote, c'est essentiellement de viser ce qu'on appelle des sympathisants mous de nos adversaires, donc des gens qui pensent voter pour notre adversaire, mais qui doutent encore, et d'installer le doute en disant que tel leader ou telle candidate ou telle personne traîne des squelettes dans son placard ou sur tel enjeu, c'est pas le meilleur joueur. Et là, bien, souvent, ça décourage les gens d'aller voter parce que c'est beaucoup plus facile de décourager quelqu'un d'aller voter que de faire sortir un sympathisant le jour du vote. Alors ça, il y a une dimension qui prend de plus en plus d'importance. Et les outils de monitoring qu'on a, notamment l'archive publicitaire Facebook, nous donnent un aperçu des pratiques, mais comme on n'a pas accès aux paramètres de ciblage, bien, on ne sait pas exactement à qui sont envoyés ces messages-là, d'une part. Et d'autre part, le numérique nous permet de diffuser des messages dans une variété de langues, une variété de cibles. Et donc, d'un fois, au Canada, ça s'est vu, par exemple, des publicités qui ne sont pas faites dans une des deux langues officielles, et ce qui limite le monitoring public aussi. Sur l'ingérence étrangère, ce qu'on a vu beaucoup, c'est des mouvements qu'on appelle d'astroturfing, du nom de l'astroturf, le gazon synthétique.
Et l'astroturfing, c'est une apparence de mouvement populaire, de mouvement social où ça a l'air, comme le gazon synthétique, de loin, ça a l'air d'être du gazon, donc ça a l'air d'être un mouvement populaire, mais en fait, c'est une campagne de relations publiques pilotée un peu à distance par un groupe restreint pour essayer de mettre à l'agenda politique ou médiatique une question. Et ça, on a vu ça beaucoup, notamment aux États-Unis, où des entités étrangères ont réussi à mobiliser une manifestation et une contre-manifestation sur un enjeu qui n'existait pas. Tout simplement pour polariser l'électorat, pour créer un peu de la distraction, ce qui fait déraper la campagne, ou du moins le déroulement normal d'une élection. Merci beaucoup.